Salut, c'est Thomas et je vous fais aujourd'hui une petite news créative autour de Creality et surtout l'annonce qui vient d'arriver, je crois, hier de la future Sparks i8. Mais je vous précise dès maintenant, je vais parler aussi de la future K3 assez rapidement parce que c'est pas vraiment une vraie nouvelle et aussi revenir sur une annonce alors purement financière. Creality perd de l'argent donc par rapport à avant. Donc on va parler un petit peu de tout ça, vraiment la techno, ce qui nous concerne nous finalement en tant qu'utilisateur ou utilisateur potentiel, mais aussi la marque, parce que c'est bien d'investir dans une marque si on peut dire, mais quel est l'avenir, tout ça. Bref, il y a ces trois segments, la i8 étant pour moi le plus important, mais sera une connexion aussi sur le troisième segment, sur la partie financière. Bref, je suis devant le site dédié autour de la Sparks i8, l'annonce, il y a bien sûr les liens en description de la vidéo. Alors, juste un petit peu de contexte avant de parler de tout ça, j'avais déjà testé la Sparks i7, imprimante 3D destinée plutôt on va dire au Gen Z, même si j'aime pas ce genre de catégorisation, pour les gens qui veulent se commencer de l'IA, ce genre de choses. Et mon test était plutôt, on va dire, mitigé, dans le sens où la machine n'est pas mauvaise. Par exemple, Nicolas, qui fait le montage de mes vidéos, l'a récupéré, il en est hyper content. Sauf qu'à ce moment-là, je disais, le prix de la machine par rapport à la concurrence fait que la machine n'était pas intéressante, juste pour des questions de prix, pas vraiment de machine. Et là, je vois la i8, et je me suis dit, là, ça vaut le coup de faire une petite news créative. Je vous cache pas que je vais essayer quand même de tester la machine. Bref, on va regarder un petit peu ces spécifications en quelques mots, sans trop vous embrouiller, un truc vraiment technique, mais plutôt qu'est-ce que ça change et en quoi ça peut être intéressant. Bien sûr, à chaque fois, prenez des grosses pincettes lorsqu'on parle de futurs produits. Tant que c'est pas testé, on n'en sait rien. Bref, je descends un peu au niveau de la page internet, juste l'aperçu rapide des changements, et c'est là, pour moi, le vrai enjeu et surtout le point le plus intéressant, c'est qu'ils annoncent un changement de couleur. C'est une machine, donc filament 4 couleurs, avec moins de 1 seconde pour changer de couleur. Alors, j'imagine c'est peut-être pas la partie purge, mais rien que le changement, c'est intéressant, sachant que les machines les plus rapides à l'heure actuelle sont de l'ordre de 4, 5, 6 secondes en fonction de la techno qui est utilisée, avec a priori quasiment pas de déchets. Je vous épargne le reste, donc je vais vraiment me concentrer sur le côté multicouleur. Et là, donc, on regarde juste très rapidement au niveau donc des exemples qu'ils donnent. C'est pareil, prenez toujours ça avec des grosses pincettes, bien évidemment, mais ça donne comme une indication. Vous voyez là typiquement le casque pour le chat avec donc 4 couleurs différentes, avec des changements de couleurs un peu partout. On est sur 14h39 sur la 8 et sur les autres 32h. Et les autres, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça un peu plus bas, parce qu'il y a des specs un peu plus détaillés. Vous voyez la Mona Lisa qui est, pareil, en trois couleurs apparemment. On est sur du 11h ou 32h, c'est-à-dire qu'on a quand même un facteur, a priori, au moins x3. Je vous rappelle, ils mettent un x5 ici. Ça dépend vraiment des cas. Alors, je vous épargne un petit peu le côté marketing, on va dire, en lui-même. C'est vrai que le côté négatif des imprimantes filaments multicouleurs, c'est le temps d'impression, qui est pas le temps d'impression lui-même, c'est le temps de changement de filament pour changer de couleur, par exemple, qui est relativement long, qui peut être des fois jusqu'à 3 minutes en fonction des imprimantes 3D. Donc vous avez, 1000 changements de couches, 1000 changements de couches fois 3 minutes, 3000 minutes, ça augmente drastiquement le temps d'impression. Et l'autre point, vous voyez ici en photo, c'est la quantité de déchets. Ça arrive très fréquemment pour des petites impressions, qu'on ait plus de déchets entre les supports et les petits cacas ici, et la tour d'amorçage de purge, que l'impression elle-même, ce qui est un peu problématique. Avant de rentrer plus dans les détails purement techniques, tout se passe au niveau de la tête, et là en fait c'est au niveau de la buse d'impression. Vous avez les 4 filaments qui arrivent directement dedans, alors avec un changement de taille progressif, et le changement de filament en lui-même se passe vraiment à cet endroit-là sur une hauteur de 1,7 mm, moins de 2 mm, donc ça va vraiment jouer ici. L'autre point que je vois aussi assez intéressant, c'est qu'il y a le même système de changement de buse, et qui marche très bien franchement sur la i7, rapide, ça veut dire qu'en cas de bouchage ou n'importe quel truc, le changement va se faire assez rapidement, parce que souvent, il y a des problèmes de maintenance, les bouchages de buse, ou ce qui se passe au-dessus. Donc voilà, là, faudra quand même voir, bien sûr, cette maintenance, c'est quand même un vrai enjeu, surtout quand on est débutant, la complexité des choses. Voilà, donc ça joue quand même pas mal. Alors, les autres éléments,
Voilà, il vous indique que le système, il y a de la détection automatique, c'est a priori reliable, donc fiable. Voilà, avoir donc un système qui va éviter la contamination des couleurs, ce qui est assez cool. Et là, vous voyez, il y a le système en fait automatique au niveau de la tête qui va donc, je pense, injecter les filaments. En fait, c'est pas vraiment l'injection du filament, c'est plutôt, j'imagine, la petite rétraction du filament pour éviter justement la contamination sur des petites distances. Voilà, donc tête assez compacte, mais forcément tout ça augmente le poids de la tête. Si je continue, donc voilà, là il vous donne un autre exemple, et cet exemple-là il est plus intéressant, je trouve, parce que on déduit en fait les machines qui se trouvent derrière cette comparaison. Donc ce système de cubes, vous voyez, en fait ça c'est horrible ce genre de test, parce que vous avez à chaque couche 4 changements de couleur. Donc, c'est le plus lent pour ce genre de machine. La Spark C8 donc, est annoncée pour faire 14h41 minutes. Un tool changer à 4 têtes, faut pas se leurrer, il y a de fortes chances pour que ça soit la Snapmaker, la U1, on a 18h24. Donc là, vous voyez, on a quand même gagné presque 4 heures, 3h20 au total. Donc, c'est quand même, je dirais, pas rien. Au niveau donc, du temps d'impression pour une machine qui est déjà rapide. Et oui, il faut savoir, c'est que, comme je disais il y a quelques instants, si vous passez à un changement de couche de 5 à 6 secondes sur la Snapmaker, a priori 1 seconde, vous gagnez 4 secondes par couleur. Là, sur chaque couche, vous avez 4 couleurs. Donc, vous gagnez par couche déjà donc 4 secondes, donc 16 secondes au total. 16 secondes par le nombre de couches, tout de suite, eh ben, vous allez voir qu'on va gagner rapidement pas mal de temps. Donc, je ne suis pas étonné. Ensuite, il y a le set Hot End Changer. C'est la H2D de Bambu Lab, machine que j'ai, à 32h48 minutes. Je trouve ça un petit peu extrême quand même entre les deux, mais c'est pas loin. Et une machine classique, typiquement peut-être la i7 de Creality, on est à 90 heures. Et pour moi, ça fait la différence, d'un point de vue stat, bien sûr, entre je fais une impression multicouleur ou je la fais pas. Moi, partir sur une impression déjà 32 heures, faut vraiment qu'elle soit importante. Faire un truc comme ça en 32 heures, c'est même pas la peine, je le ferai pas, y compris avec la H2C. 18 heures, je commence à réfléchir. 14 heures, je me pose plus de questions. Donc, très intéressant. Maintenant, ils vont font les trucs de comparaison de déchets. Alors, c'est pareil, les autres, ça dépend laquelle. Si c'est une tool changer, c'est pas la même chose. Si c'est si c'est une monobuse, il y a plus de filaments. Mais c'est vrai que on va réduire. Et en fait, ce genre de machine, mais c'est comme les tool changers, vous aurez juste quelques petits déchets pour la tour d'amorce, la purge en fait au début de l'impression, et vous aurez la tour d'amorce. Et encore la tour d'amorce, je l'ai montré dans mon test de la Snapmaker, la U1, on peut drastiquement la réduire, vraiment en termes de temps et de poids, pour avoir un impact relativement minime. Donc si ça marche bien, si l'équivalent à un tool changer, ça vaudra le coup de creuser un peu tout ça. Après, ils font des stats de qu'est-ce que vous économisez, l'argent en gros c'est rentable, ce qui est pas faux d'ailleurs sur le principe. Maintenant, les stats, faut un peu se méfier. Bien évidemment, ils vous disent tout ce qui est à côté, c'est-à-dire que vous aurez une première couche très très bien faite. C'était le cas sur la i7, donc là je suis assez rassuré. La précision dans la connexion entre les couleurs, genre de choses. Bien évidemment, vous avez la compensation de vibrations, tous les trucs vraiment, je dirais, assez classiques sur les machines. C'est du standard en fait maintenant, donc voilà, rien de spécial. Ils vous rajoutent bien évidemment la détection avec la caméra. Alors là, moi, à chaque fois, ça marche pas. Ou de toute façon, très souvent, c'est désactivé à cause des faux positifs. Faut penser à l'activer. Donc voilà, ça, c'est plutôt du marketing, si on peut dire. Voilà, donc on revient un peu sur le côté multicouleur. Vous avez l'application qui est pas la plus performante chez Creality par rapport à d'autres, mais qui fait le boulot, franchement, et monitorer à distance, c'est bien. Je dis, justement, j'ai détecté un petit caca, hop, j'annule directement l'impression, comme ça, je ne perds pas de filament. Bien sûr, vous avez tous les petits trucs complémentaires, le changement rapide, je vous l'ai dit, ça, c'est quand même vraiment très, très bien, ça marche très bien. La machine qui arrive préassemblée, c'est le cas de quasiment toutes les machines maintenant. Alors, il parle au niveau du bruit, alors, faut toujours faire attention à ça. Moi, ce que je vous dirais, c'est pas une question de bruit. Ne dormez pas avec une imprimante 3D à côté de vous, surtout en plus une machine qui est entièrement ouverte, à cause des micro-nanoparticules. C'est pas vraiment super terrible. Bref, voilà, ça c'était le petit point dessus. L'autre point technique assez intéressant, je crois que c'est la même chose que la i7. Donc, on est sur un volume de 260 par 260 par 255. Volume, on va dire, standard à quelques millimètres près. Donc, franchement, pour un usage de tous les jours, quand on
on découvre l'impression 3D pour du créatif, pour du fun, pas la conception, c'est relativement bien. Bon, après, ils parlent un petit peu tout le reste. Ils vous disent que oui, il y a le mode LAN mode, on peut passer en route pour les gens qui veulent geeker un petit peu, la carte SD, on peut passer par le cloud. Bref, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Sinon, dans les specs, j'ai à peu près tout dit. On est choses classiques, la vitesse d'impression de 500 mm par seconde, ça dépend du flow de la buse, et là, ce n'est marqué nulle part, donc je sais pas, est-ce que le flow, on est sur du 12 mm3, 18 mm3, 32 ou quoi que ce soit, ça va jouer forcément sur la vitesse. En général, c'est les déplacements, moins l'impression. On va souvent imprimer en 200, 300 mm par seconde. Alors, pareil, le truc que je trouve assez étonnant pour une machine ouverte, la buse peut monter à 300 degrés pour faire des filaments techniques. Sauf qu'une machine ouverte, mis à part faire du PLA, du PETG, puis éventuellement les variations PETG avec du fibre de carbone, ce genre de choses, je vois pas trop l'intérêt. Et c'est pareil, le bed qui monte à 100 degrés, à moins de s'amuser à faire un caisson, un truc comme ça, et c'est pas terrible sur des bed slingers, franchement. Je trouve ça un petit peu, on va dire, étonnant. Bon, après, qui peut le plus, peut le moins. Peut-être que la machine va vite monter en température. Est-ce que c'est un plateau 220 volts ou un 24 volts? Je n'en sais rien. Bon, tout changer, j'en ai parlé. Petite amélioration, la caméra est en 30 images par seconde. Dans mes souvenirs, sur l'i7, c'était pas terrible le framerate. Bon, toujours du 720p, j'ai envie de dire, même si la machine est low cost. Arrivé en 2026, c'est un peu dommage de pas avoir du Full HD, franchement. Bref, il y a tous les éléments proposés avec, rien de bien spécial. Vous avez le volume quand même de la machine. Je sais pas, c'est que les bobines passent sur les côtés, histoire de voir la taille et tout. Bref, pour dire que là, au niveau de cette i8, je vais y arriver, la i7 m'excitait pas plus que ça, en termes de machine, parce que c'était du changement de multicouleur classique, qui prend du temps et tout, et la machine, au moment de la sortie, était chère pour ce que c'était, même si c'est, je vous dis, une excellente machine. La i8, elle apporte une innovation technologique. Je sais pas si vous vous rappelez, par exemple, la Cobra X de Anycubic, j'ai été très positif sur le test, parce qu'elle était moins chère, mais surtout, c'est que le système de changement de couleur était un peu comme la Spark i8 au niveau de la tête. Alors, il n'y a pas les mêmes distances et ce genre de choses, mais ça apportait en fait une innovation et ça se voyait vraiment sur les temps d'impression et ce genre de choses. C'est une machine que j'aime toujours énormément. Donc là, la i8 va beaucoup plus loin. Ça veut dire que on va peut-être arriver enfin dans cette ère de l'impression multicouleur qui va vite, pas trop compliqué, qui marche bien et peut-être à un prix abordable. Maintenant, justement, arrive la question du prix. Est-ce qu'on va être dans une machine à 300, 400 euros, un peu dans la gamme i, justement, enfin Spark i, qui est donc comme la i7 précédente, qui est à 200, je sais plus, 89, enfin 300 euros plus ou moins à l'heure actuelle. Donc là, que ça soit 100 euros de plus pour une nouveauté comme ça me paraît raisonnable. Mais si c'est à 800 euros, est-ce que ça vaut le coup par rapport à une Core XY fermée, par exemple, comme la Snapmaker ou la Creator 5 de Flashforge? Là, maintenant, c'est purement de la spéculation. Mais j'avoue que j'apprécie la R&D et ce genre d'amélioration. Maintenant, à voir très concrètement dans les tests, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est vraiment si rapide que ça? Est-ce que la maintenance, parce que plus la tête est compliquée, plus la maintenance peut être compliquée, est-ce que ce sera pas un problème? Donc, à voir. Mais j'avoue que ça, là, c'est si je peux la tester, je la testerai. Et donc, je bascule très rapidement sur la K3. J'avais pas fait de news à ce moment-là. Creality a annoncé il y a déjà quelques mois, 2-3 mois, je crois, la technologie Clitech, mauvais nom, je trouve, honnêtement. En fait, c'est le principe, justement, du tool changer par Creality. C'est plus pour que vous sachiez un petit peu au courant, avec aussi la possibilité de faire, un peu de mélange de couleurs, de la quadrichromie. Alors, c'est pas de la vraie impression multicouleur, c'est un petit peu, un mix des couleurs, jouer sur la transparence, ce genre de choses. Là, il y a beaucoup de trucs à faire au niveau du slicer. D'ailleurs, ils ont annoncé le fait d'être capable, avec ces technologies-là, d'avoir des tailles de bus différentes sur la même machine. C'est-à-dire, par exemple, avoir un remplissage plus épais avec une buse de 0,6 par exemple, et les contours avec une buse de 0,2. Là c'est vraiment au niveau du slicer, et les concurrents l'ont pas encore fait, et pour avoir bossé dans du slicer pendant relativement longtemps, je peux vous garantir que c'est pas un sujet relativement simple. Bref, pas mal de trucs, je dirais, intéressants pour cette technologie-là, et donc là, vous le voyez en vidéo, on est vraiment sur un système de, on va dire, tool changer. Ça va plutôt prendre la buse, le système de filament, la tête en elle-même ayant l'extrudeur, va donc juste récupérer le filament, et donc être
capable d'annoncer, vous voyez ici, un changement de bus en moins de 5 secondes. N'oubliez pas ces temps de changement pas de bus, de tête d'impression ou de bus ou de multicouleur. En général, ça n'inclut pas le temps de la tour d'amorçage, de purge, si on peut dire, qui peut prendre plus ou moins de temps. Mais là, c'est vraiment le côté technique. Donc, Creality se lance dans la course. Alors, bien sûr, c'est pareil, vous voyez, zéro gaspillage, maintenance accélérée, coût réduit. On est finalement dans les mêmes arguments, dans la version plus professionnelle. Donc, vous voyez, il part de la quantité de filaments utilisés, les autres. Enfin, voilà, on est exactement dans le double de ce qu'on avait tout à l'heure. Bien sûr, des choses un peu plus technique, bien évidemment. L'intérêt d'une machine comme ça, c'est qu'elle va être a priori fermée, c'est une Core XY, donc ça permet de s'ouvrir aux filaments techniques, ce qui n'est pas le cas de la Sparx i8. Donc voilà, il y a pas mal de trucs un peu techniques. N'hésitez pas à les voir. Le but, c'est pas de faire une news vraiment avancée là-dessus. Il parle bien sûr des moteurs plus avancés. Bah oui, c'est une machine qui va sûrement être dans les au doigt mouillé en fonction de la taille, dans les 1000, 1200, 1500 euros. C'est une petite moyenne ou une grande Core XY, si on se base sur la série K2, on va dire, à l'heure actuelle. Donc, on est sur des machines plus stables, qui résistent mieux aux vibrations, des têtes plus avancées, gérer des filaments abrasifs, donc pas que du PLA et du PETG. Donc voilà, vous voyez, notamment, ils disent le truc très intéressant, donc multicouleur et tout, et un système notamment pour gérer du TPU jusqu'en du 80A. Alors, c'est ce qu'on appelle le Shore au niveau des filaments flexibles. Plus le chiffre va être haut, et aussi les lettres vont jouer aussi, plus votre filament sera rigide. Et en général, avoir du 80A pour du filament, j'insiste bien, c'est déjà beaucoup plus flexible. En général, ça pose problème. Donc, il y a des annonces quand même relativement intéressantes. Et vous voyez, l'impression du TPU, jusqu'à 7 fois plus rapide, eh ben, c'est pas rien, parce que d'imprimer, ce qu'on voit beaucoup, c'est chaussures et tout, en TPU, ça prend vraiment du temps, et le moindre raté d'impression, vous perdez énormément de temps. Donc voilà, des choses assez intéressantes. Vous voyez, c'est ce qu'ils mettent ici, le système d'alimentation S-Drive. En fait, ça va pousser le filament et le tirer en même temps, notamment pour le TPU qui est flexible. C'est quand même beaucoup mieux, voilà, là-dessus. Donc pas mal de petites choses vraiment intéressantes. Vous voyez, au niveau des couleurs, bon, c'est ce qu'on voit avec Full Spectrum et ce genre de choses. C'est vraiment du mélange de filaments. De très loin, c'est nickel, de près, c'est pas forcément terrible. Ça augmente les temps d'impression, mais avec des machines qui vont de plus en plus vite, là, ça devient vraiment intéressant. Et au niveau de cette machine-là, annoncée pour le 3e trimestre 2026, donc là, au moment où j'enregistre la vidéo, dans pas longtemps, il y a le Formnext à Shenzhen dans quelques jours, donc j'imagine qu'il y aura des annonces à ce moment-là, de reveal, si on peut dire, y compris la Spark i7 et sûrement de la K3. Donc voilà un petit peu sur la news, le complément, mais vous voyez quand même pas mal d'analogies finalement entre les deux. La Spark i8, c'est plutôt le grand public. La K3 est plutôt pour les utilisateurs, on va dire, semi-pro, avancés, experts. Et donc, je reviens sur l'annonce qui est tombée hier ou avant-hier, je ne sais plus, que Creality annonce, alors les chiffres ne sont pas consolidés, vérifiés à l'heure actuelle, mais annonce a priori une perte de 6 à 8 millions d'euros au premier semestre 2026. Sachant qu'au niveau de la news, je dirais pour l'équivalent l'année d'avant, il y avait un chiffre d'affaires d'environ 13,8 millions d'euros. Alors, ils expliquent ça parce que Creality est rentré en bourse, donc il y a des investisseurs, etc. Donc, les enjeux ne sont plus les mêmes par rapport à avant. Et là, en fait, les raisons, elles sont multiples. C'est beaucoup plus d'investissement dans le personnel de la R&D. Je vais revenir sur ce sujet-là, parce que c'est pour moi le plus important. Les conversions euro-dollar avec la monnaie locale, la dépréciation, enfin bref, la géopolitique actuelle et donc économique qui va avec est très compliquée. Les droits de douane aux États-Unis, tout ça, le marché américain est un très gros marché pour l'impression 3D. Donc il y a pas mal de raisons. Maintenant, donc mon analyse avec le petit grain de sel, parce que je suis pas un analyste financier, c'est pas mon job, c'est pas mon kiff d'ailleurs au passage, mais il est vrai qu'il y a une concurrence féroce dans le monde de l'impression 3D à l'heure actuelle, que ça soit avec Bambu Lab bien évidemment en face, mais des nouveaux acteurs qui apparaissent sur le marché ou d'autres qui ont explosé. Je mentionnais par exemple Snapmaker, la U1 a fait un carton phénoménal et d'ailleurs ça reste toujours une excellente machine, même si elle n'est plus vraiment toute neuve. Donc Creality se devait de réagir. Il y a eu des petits ratés. Alors la série K2, moi j'en suis très content en tout cas, de la K2 Plus et la K2 Pro, mais pour le multicouleur, on s'attendait peut-être à un tool changer, des choses plus rapides. Le CFS qui est sur le dessus, les changements de filaments et tout, c'est ultra lent. Dans la version grand public, il y a eu donc la Sparx i7,
qui était juste une espèce de rebranding, voilà, c'est une espèce d'autre marque de catégorie, mais pas trop compréhensible. En plus, il y a toujours les gammes Ender. Enfin, en gros, c'est le bazar. Donc, les R&D dans le truc à droite à gauche. Donc, l'investissement en recherche et développement, si Creality veut s'en sortir, il n'y a pas le choix. Et je vous épargne, il y a aussi les graveurs laser de chez Creality. J'attends toujours un retour de Creality pour le T1. Je suis toujours en retard sur ma vidéo parce que j'ai censé m'envoyer des modules. J'en sais rien. Donc, il y a eu un turnover, ça je le sais tout du moins, chez Creality relativement important. Donc, j'imagine que la fin 2025, début 2026 a été relativement houleux pour cette entreprise qui était le leader et qui se fait bousculer dans tous les sens. Et là, justement, quand on voit qu'au niveau de la technologie Clitech, donc pour la K3, les mélanges de couleurs, les machins, le TPU, tout ça, et donc la Sparx i8 aussi pour une machine grand public qui permet d'accélérer l'impression multifilament de façon assez drastique, tout du moins en théorie, c'est qu'effectivement, il y a eu de la R&D chez Creality, donc ces derniers temps. Donc on en voit la couleur. Maintenant, comme à chaque fois, c'est bien beau d'annoncer de la R&D, de faire plein de trucs et tout. Il y a la réalité du marché. Et là, en plus, on est dans une époque où il y a pas mal de marques concurrentes qui arrivent sur Kickstarter et tout, avec, si je reviens là dans les news, voilà, donc on a l'Axiloop qui est MC8, alors on est plus dans du haut de gamme, mais qui va avoir du 8 couleurs et tout. On a la Lightcore MK4, voilà, du tool changer. Il y a Infinimake, enfin, il y a plein de marques qui arrivent. Alors, qui va rester? Qu'est-ce qui va marcher et tout? C'est encore de l'inconnu, mais ça va forcément bouger. Donc, Creality, mais comme tous les autres, n'ont pas le choix de bouger. Surtout que la concurrence affûte ses armes. Je vais peut-être une news un peu plus tard, je ne sais pas trop. Il y a des brevets qui ont été publiés au niveau de Bamboula pour du multi-tool changer, 10 filaments, machin chouette et tout. Bon, c'est pareil, un brevet ne veut pas dire que c'est une machine. La Creality annonce des produits, c'est quand même pas la même chose. Mais pour dire que faut pas se leurrer, la guerre va être féroce. Maintenant, ça va être très bénéfique pour nous, utilisateurs, parce que ça va être les technos qui vont avancer très très vite, les prix qui vont éventuellement être tirés vers le bas, et il y a des marques qui vont effectivement souffrir, ne pas résister, descendre, remonter. C'est assez intéressant. Maintenant, ce qui est à voir aussi, pour nous, le petit point compliqué pour on va dire les utilisateurs que nous sommes, c'est que on va se retrouver avec une machine que l'on va acheter, mais ça se trouve 6 mois après, elle va être totalement obsolète par rapport à ce qui va sortir. Mais comme à chaque fois, si on attend éternellement que ça soit la bonne machine pour nous, on finit par rien acheter, parce que voilà. Et la réalité est là. Les marques chinoises, je le vois vraiment dans toutes les marques à qui j'échange, les machines que j'ai et tout, ça va très 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 vite. Ils sont capables d'itérer très 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 vite. Donc voilà, il y a des moments donnés, il n'y a pas le choix. Bref, je vous tiens au courant si j'arrive à voir la i8 ou peut-être la K3, je n'en sais rien, en test à un moment ou à un autre. Je ferai forcément le test. Voilà, je suis très très impatient de voir ça. Très curieux parce que, comme vous le savez, moi le multicouleur, je trouve ça bien, voire même génial dans certains cas, mais passer des heures derrière une machine, ça ne m'intéresse pas, d'où mon intérêt pour les tool changers. Et moi j'aimerais bien, c'est que les machines monobuse, multifilaments telles qu'elles existaient avant, tendent vraiment à disparaître pour que tout le monde profite du multicouleur rapide. Moi j'ai le luxe d'avoir plein de machines, c'est pas le cas de tout le monde, donc j'aimerais que ça soit aussi le cas pour vous. Bref, voilà, n'hésitez pas à me faire part en commentaire ce que vous pensez un petit peu de tout ça, donc que ça soit la Sparx i8, que ça soit la K3, la technologie Clitech, tout ce qui est à côté. Le côté financier, si des fois ça vous intéresse, que je parle de la santé des marques, voilà, c'est assez intéressant. Pour la petite histoire, je m'en vais dans pas longtemps en Chine, notamment rencontrer Xtool pour avoir justement quelque chose d'un peu plus approfondi et mieux en savoir, parce que je passe beaucoup de temps cette marque-là. Bref, voilà. Dites-moi si tout ça, ça vous intéresse dans les commentaires, tant que vous êtes vous likez, vous abonnez à la vidéo, etc. Bref, comme d'habitude. Et puis moi, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Avec des gros bisous. Bye bye.